Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi par l'entremise de la ligne téléphonique Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Encore une fois, on va parler finances, mais cette fois-ci, on va orienter la finance vers les prêts étudiants, entre autres, dont on va parler, mais on va revenir sur quelque chose qu'on a déjà parlé il y a quelque temps, c'est-à-dire des prêts étudiants en fonction de la loi et la loi sur le remboursement. Mon cher Pierre-Paul, bonjour. Oui, bonjour Denis. Hey, Pierre-Paul, on en avait parlé il y a quelque temps des prêts étudiants. On avait parlé qu'il y a certains prêts qui sont libérables rapidement, c'est dépendant à quel endroit on est au Canada. Et il y a un jugement qui a été rendu à ce niveau-là. Mais avant de parler du jugement, j'aimerais qu'on parle de ce que c'est le prêt étudiant versus la loi là, pour ceux qui feraient faillite. Oui, bien effectivement, si on revient à la loi pour commencer, dans la loi, il y a des articles de loi qui viennent déterminer des dettes qui ne sont pas libérables. Et un de ces articles-là vient dire que les dettes de prêt étudiant sont non libérables. Donc, ça veut dire que si la personne a fait une faillite ou a fait une proposition de consommateur, elle ne peut pas se libérer de cette dette-là si ça fait si ça fait moins de 7 ans que cette personne-là est sortie des études. Donc, quelqu'un qui va aux études, 4 ans plus tard, dépose une faillite, il y a des dettes de prêt étudiant, ces dettes-là sont non libérables. Et la raison est bien simple derrière ça, c'est que le pourquoi, il faut que c'est une des façons du gouvernement de réduire ses pertes relativement aux prêts étudiants, donc pour pas que les gens fassent des faillites opportunistes, assurer la viabilité à long terme des programmes gouvernementaux de prêts étudiants, puis s'assurer que les étudiants du futur vont pouvoir en profiter, puis donner la possibilité, donc le temps à un étudiant après sa formation, de se placer, de travailler, puis de éventuellement capitaliser sur ses études pour rentabiliser cet investissement-là. Donc, c'est ça la logique derrière. Et donc, c'est pour ça que il y a des dettes étudiantes, c'est non libérable quand ça fait pas assez longtemps qu'on est sorti des études. La problématique arrive quand on veut qualifier exactement cette date-là parce que ce qui vient déterminer la date de fin d'études, c'est la date du statut d'étudiant. Et cette date-là de statut d'étudiant, il a fallu que les tribunaux viennent la qualifier avec le temps parce que c'est comme n'importe quelle loi, il y a des gens qui veulent l'interpréter à leur avantage. Donc, à un moment donné, ça fait des causes qui vont devant le tribunal et là, le tribunal se positionne, regarde la volonté du législateur puis dit, regarde, c'est comme ça qu'il faut interpréter cette phrase-là. Et c'est ce qui est arrivé dans le passé. Le problème avec ça, c'est que il y avait des interprétations très différentes entre différentes provinces. Donc, le Québec et la Colombie-Britannique s'entendaient principalement sur un concept de date unique de fin d'études que je vais définir dans un deuxième temps. Et les autres provinces s'entendaient sur un concept de date de fin d'études multiple. Donc, je vais donner l'exemple de c'est quoi. C'est que si on parle d'une date unique, si quelqu'un va aux études, a été aux études il y a 15 ans et retourne aux études maintenant, il est à nouveau étudiant, donc il y a un redémarrage de ce fameux statut d'étudiant. Donc, si la personne, même si son prêt étudiant date de 15 ans, si elle est retournée aux études et qu'elle dépose une faillite ou une proposition pour se libérer de ses dettes, la dette de 15 ans pourrait ne pas être libérable parce qu'il y a un nouveau statut d'étudiant qui, lui, a moins que 7 ans. Donc, est-ce que c'est à un moment-là, est-ce que cet étudiant-là doit continuer à payer sa dette étudiante en même temps qu'il était aux études? Est-ce qu'il a le choix de dire oui ou non, je la paye? Quand on retourne aux études, normalement, il y a une suspension du paiement des prêts étudiants. Okay? Un petit peu le même genre de suspension que quand les gens font une faillite ou une proposition, même s'il y a une dette non libérable, une dette de fraude ou une dette comme ça de prêt étudiant, la dette est suspendue pendant la période. Donc, même si la personne va devoir reprendre ses paiements dans le futur, il y a une période de suspension, puis c'est un peu le même principe qui s'applique comme période de suspension quand on retourne aux études. Okay. Et le concept de date multiple, c'est l'inverse. C'est la personne qui a un prêt étudiant il y a 15 ans, retourne aux études. Si elle fait une faillite ou une proposition, ça va être la date de fin d'études reliée à son prêt étudiant qui va déterminer si le prêt est libérable ou pas. Donc, la même personne, dépendamment dans quelle province elle était, pouvait avoir une dette d'un côté libérable, d'autre côté non libérable. Donc, ça crée des problèmes et des inéquités. Et là, c'est pour ça qu'il y a un jugement de la Cour suprême qui vient d'être rendue, qui est la cause Picut contre Canada. Ça vient de sortir, on l'attendait là, depuis plusieurs mois, mais là, on a la réponse. Ce que ce jugement-là vient dire, c'est qu'il y a un petit peu des absurdités des deux côtés. Donc, le problème de la date unique, c'est que la date unique qui était le concept appliqué au Québec, le concept qu'on est habitué ici,
c'est que si l'étudiant a été aux études, justement, il y a 15 ans, retourne aux études pour faire un petit programme, c'est n'importe quel programme d'études postsecondaire. Donc, ça peut être même le chômage pour avoir accès, demande de retourner faire un petit cours de 3 mois. Mais ça redémarrait le calcul du statut d'étudiant et donc, quelqu'un ne pouvait pas être libéré d'une dette qui datait de 15 ans étudiante parce qu'elle est retournée aux études. Donc, ça, c'était un problème qu'on rencontrait, un résultat absurde. Et on avait un équivalent de résultat absurde dans les autres provinces pour les dettes multiples qui était essentiellement, comme tu l'as dit tantôt, comme on en a parlé tantôt, quand quelqu'un retourne aux études, il y a une période de suspension dans laquelle il n'y a pas de mesure de collection possible pour le ministère qui fait les prêts. Donc, ce que ça l'occasionnait dans certains cas, c'est que quelqu'un qui voulait être opportuniste pouvait faire un prêt, aller aux études, à la fin de ses études, attendre un certain temps et retourner aux études à multiples reprises. Donc, son prêt étudiant qui date de, exemple, 8 ans, il pourrait s'en libérer en déposant une faillite, mais il n'y a jamais eu vraiment de possibilité de collection de la part du ministère parce que la personne, elle a suspendu parce qu'elle retournait aux études tout le temps, donc à faire différents cours. Donc, on peut suspendre comme ça pendant plus de 7 ans la possibilité de collection pour le gouvernement et donc on se retrouvait dans une situation où la personne se libérait d'une dette alors qu'elle avait jamais eu l'intention de la payer parce que ça faisait plus de 7 ans. Donc ça, c'est les résultats absurdes. Il y a plein d'autres résultats qui avaient bien de l'allure, mais ça, c'est les deux cas absurdes. Donc, ce qui est arrivé, c'est que là, quand ce genre de cause-là va devant la Cour suprême, ben ça va servir pour uniformiser les pratiques des provinces et ultimement, ben le choix que la Cour suprême a fait, c'est que la bonne interprétation de la loi, c'est la méthode de date unique. Donc, pour nous au Québec, on verra pas d'énormes changements parce que c'est la méthode qu'on utilisait. C'est la méthode que les syndics utilisaient pour expliquer à leurs clients comment ça se passait aussi. C'était la jurisprudence au Québec était comme ça. Donc, on n'aura pas beaucoup de changements, mais pensez à quelqu'un qui s'est fait dire par son syndic notamment que c'était la date multiple qui s'appliquait parce que la personne était en Ontario. Et puis là, tout d'un coup, ce jugement-là arrive. Donc, ça peut faire, dans certains cas, que un syndic a mentionné que cette date-là, elle est libérable, mais finalement, parce qu'il y a cette nouvelle jurisprudence-là qui arrive, tout d'un coup, elle n'est pas libérable parce que la personne a retourné aux études et c'est le concept de date unique qui s'applique maintenant. Quand on parle de jurisprudence comme celle-là, elle s'applique à partir du moment où elle est prononcée, j'imagine, mais est-ce qu'elle est rétroactive sur tous les prêts qui ont dans les 7 dernières années ou ces prêts-là sont encore sur la vieille législation? En fait, vu que c'est un jugement qui interprète, qui précise l'interprétation de la loi et que c'est pas un changement de loi, là. C'est juste qu'il y a un juge qui est venu dire voici la bonne façon d'interpréter la loi. Ça change tous les dossiers en cours parce que on a beau, comme professionnel, dire à quelqu'un voici ce qui se passe là selon la loi actuelle. Si la loi change pendant que la personne est en faillite, par exemple, ça peut être ça qui s'applique. Et là, normalement, il y a tout le temps quand c'est un changement de loi, il y a des méthodes, des façons transitoires qui sont amenées de l'avant. Mais là, c'est pas un changement de loi, c'est vraiment juste, on vient préciser que ce que les tribunaux ont dit partout ailleurs qu'au Québec et en Colombie-Britannique, c'était pas bon. Et on vient dire, maintenant, il faut interpréter ça de la même façon partout. Un petit peu comme on a parlé, je sais pas si c'était la semaine passée ou la semaine d'avant, quand on parlait du nouveau jugement qui était sorti, là, le jugement de l'arrêt Pougnen, qui est venu rendre plus compliqué d'avoir des dettes non libérables, ce même concept-là est applicable là, dès maintenant là, et est applicable aussi sur les dossiers qui sont ouverts dans le passé, donc c'est applicable sur tout. Donc, c'est le même principe ici. Donc, au Québec, on n'aura pas trop de contre-coups de ça, mais dans les autres provinces, ça peut créer beaucoup de confusion chez les gens parce qu'ils se sont fait dire quelque chose et ça va changer. OK. Ça, c'est le prêt étudiant. Mais si jamais on parlait de marge de crédit étudiante, parce qu'il y a des étudiants qui ont des marges de crédit étudiantes et dans certains cas, lorsqu'ils finissent leurs études, ces marges de crédit-là sont importantes. Si ils se trouvent à ne pas finir leur étude et pas trouver d'emploi, ils ont une dette importante en partant. Oui, les marges étudiantes, c'est quelque chose qui est donné fréquemment pour des étudiants qui ont, je vais dire, des travails assurés là, à la fin de leurs études. Là. Donc, des comptables, des avocats, des médecins, beaucoup aussi. Mais comme tu as dit, c'est pas parce que quelqu'un étudie en médecine qu'il va nécessairement finir sa médecine. Donc, il y a des cas où les étudiants médecins peuvent se ramasser là, des solides marges de crédit étudiantes de 100 000, 125 000.
Et donc, si on n'a pas les revenus après pour rembourser ces sommes-là, ça peut créer toutes sortes de problèmes, on s'en doute. Et donc, effectivement, il y a plusieurs causes qui sont allées devant les tribunaux pour les marges étudiantes. C'est pas le même enjeu parce que c'est pas une question de est-ce que la dette est libérable ou pas. C'est plus, vu que c'est une facilité particulière offerte par certaines institutions financières, les tribunaux sont quand même généreux avec les banques qui utilisent ça. Pourquoi ils sont généreux? Ben, c'est parce que c'est quand même dans un contexte particulier. Ils donnent des marges à des taux préférentiels. Ils donnent beaucoup d'argent comme ça dans des contextes d'études où les gens ont besoin d'argent pour finaliser leurs études et éventuellement travailler. Donc, la banque prend un risque. Mais quand il y a une faillite ou une proposition de déposer, ça peut engendrer des grandes pertes. Et donc, ça pourrait miner la possibilité à des étudiants dans le futur d'avoir des marges étudiantes si c'était pas un peu plus sévère, on va dire, qu'une dette de carte de crédit, par exemple. Et donc, ce que la jurisprudence est venue dire, encore là, c'est suite à plusieurs jugements qui sont passés, il y a vraiment une tendance qui s'est dessinée au fil des dernières années. Et on peut dire que selon le cas, il y a toujours une condamnation dans les cas de marge étudiante. C'est pas que la dette est non libérable, c'est pas que la personne a mal agi nécessairement, c'est juste qu'à cause du statut, les tribunaux s'entendent pour donner une pénalité à la personne, on va dire ça comme ça. Donc, souvent, quand on fait une faillite, si on respecte nos obligations, on est libéré de nos dettes, ça finit là. Quand il y a une marge étudiante, typiquement, le ministère va s'opposer à la libération, parce que c'est un droit des créanciers de dire, hey, minute, nous autres, dans notre cas, là, on pense qu'il y a des éléments particuliers qui fait qu'on ne devrait pas traiter cette personne-là comme les autres. Et c'est ce qui arrive avec les marges étudiantes. Et la Cour s'entend pour, dans des contextes comme ça, de mettre un jugement, qu'on appelle un jugement de libération conditionnelle, qui va dire à la personne, ben, OK, tu avais 70 000 de dettes de marge étudiante. Oui, tu te libères de toutes tes dettes, y compris celle-là. Par contre, on va te demander de rembourser un montant supplémentaire que ce que la loi te demande. Et typiquement, le montant supplémentaire, là, ce qu'on veut, c'est au moins, ce que j'ai vu dans la jurisprudence, là, ça joue entre 30 et 60 du montant de la marge. Okay. Donc, prenons une marge de 100 000 là, pour prendre un chiffron. Quelqu'un qui a une marge étudiante de 100 000, ben, il pourrait être condamné à payer entre 30 et 60 000 de plus à ses créanciers dans le cadre de sa faillite pour être libéré de cette marge-là. Donc, c'est comme une espèce de punition, même si la personne n'a pas mal agi, mais c'est pour dire, regarde, tu as bénéficié d'une marge étudiante qui est quelque chose qui est un privilège que tu n'aurais pas eu si tu avais étudié dans un autre domaine. Donc, on va te condamner à payer un peu plus pour rembourser ces montants. Donc, c'est vraiment des cas spécifiques, mais les marges étudiantes sont souvent traitées de cette façon-là. Donc, c'est pas une question d'être libérable ou pas, parce que c'est pas dans la loi, il n'y a pas de statut privilégié. C'est juste dans l'interprétation des tribunaux. Donc, dès que les gens ont des dettes étudiantes qui viennent nous voir, on leur explique ces nuances-là, on leur explique les risques. Et c'est pour ça que dans beaucoup de cas, au niveau des marges étudiantes, surtout, les gens vont faire des propositions à leurs créanciers, donc des offres. Parce qu'une proposition, c'est un règlement qu'on fait au début. On sait ça va être quoi. On leur fait une offre. Et s'ils sont pas d'accord, ben on va le négocier au début. On va négocier le montant. Alors qu'en faillite, les gens ont des montants à payer en fonction de leurs revenus, de leurs actifs. Mais un créancier peut toujours lever la main et dire, hey, minute, moi, cette personne-là, je veux qu'il y ait un montant de plus pour sa conduite ou pour le statut de la dette ou pour n'importe quelle raison. Et si la Cour détermine que c'est valable, ben là, il y a un jugement condamnant la personne à payer un peu plus. C'est ce qui se passe dans les cas de marge étudiante. OK, c'est intéressant. Donc, une marge de crédit étudiante est intéressant à avoir, mais il y a des conséquences, il faut les connaître. Absolument. OK. Pierre-Paul, on est déjà rendu à notre temps. On va donner les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous écrire au info@commercial-lacasse-syndic.com. Ils peuvent nous appeler au 1-844-LACASSE. Ils peuvent aller sur notre site Internet aussi, Lacasse et Associés, ou sur notre Facebook, LinkedIn, Lacasse et Associés, pour aller nous écrire ou aller voir les différents éléments qu'on publie sur nos pages. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, merci beaucoup. Ce fut extrêmement intéressant. Merci, Denis.